Europe 1 Soir. 19h-20h. Hélène Zellani. 19h31, elle était annoncée comme une bombe météorologique. La tempête Kiran était bel et bien exceptionnelle, avec une rafale mesurée à 207 km/h à la Pointe du Raz dans le Finistère. De nombreux records ont été battus dans les terres. Le vent a souvent dépassé les 120 km/h et je vous rappelle le bilan en France: 2 morts, 16 blessés, dont 7 pompiers. Bonsoir Éric Brocardi. Merci beaucoup d'être en direct à mes côtés dans le studio d'Europe 1. Vous êtes le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Alors d'abord, vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé pour 7 de vos collègues blessés et nous donner de leurs nouvelles? Écoutez, ils vont bien. Déjà, c'est une bonne chose. Il faut dire qu'effectivement, on est sur un sujet d'intervention assez importante, assez massif d'un point de vue volume. On avait près de 12 500 sapeurs-pompiers qui étaient mobilisés sur toute la zone ouest. Donc forcément, ce n'était pas sans risque avec les conditions météorologiques, comme vous avez évoqué, de bombes météorologiques. Le sujet, c'est la protection effectivement et le sauvetage des personnes, mais néanmoins, lorsque l'on essaye de subvenir à ces besoins et à ce secours nécessaire, forcément les sapeurs-pompiers, comme je dis souvent, ils font 10 pas en avant pendant qu'on demande aux gens de faire 30 pas en arrière pour se protéger, et forcément on s'expose à des risques et à des conditions assez dantesques parfois, donc c'est pas normal effectivement de se blesser, mais néanmoins on peut compter aujourd'hui sur une certaine protection individuelle des sapeurs-pompiers lorsqu'ils interviennent, ce qui fait qu'aujourd'hui, heureusement, ce n'est pas très grave, donc leur vie et leur jour ne sont évidemment pas en danger. Ils ont la hargne au cœur et donc forcément l'envie de continuer à exercer leur engagement avec passion, donc ils vont revenir très rapidement dans les rangs si ce n'est pas déjà fait pour certains. Bon, ça c'est déjà une très bonne nouvelle. Vous avez une idée du nombre d'interventions auxquelles ils ont procédé? C'est difficile, j'imagine, ce soir. Alors c'est difficile, oui, non, mais vous avez évoqué avec la présence du ministre Gérald Darmanin plus de 3500 interventions. On a déjà, je pense, déjà largement dépassé ce quota-là en termes d'intervention. D'une manière générale, ça consiste en quoi? C'est des actions de reconnaissance qui, derrière, donnent forcément des solutions à ceux qui appellent les secours, évidemment, et puis à venir en contribution toutes les forces techniques qui sont également employées sur place, parce que nous avons les forces municipales, nous avons tous ceux qui œuvrent au quotidien pour permettre justement de pouvoir remettre le territoire à un niveau de circulation normal, de remettre justement la vie comme cela l'était auparavant. C'est ça aujourd'hui la faculté et la facilité en termes de service public, et il faut le souligner, c'est une force énorme qu'il faut respecter au quotidien, parce qu'aujourd'hui, sans cet engagement de tout un chacun, qu'importe l'uniforme, il s'agit aujourd'hui du bien-être de la population et d'une remise en état assez rapide. Alors, on a vu qu'il y avait eu beaucoup de mesures de prévention. Ça fait un moment qu'on parle de la force de cette tempête, qu'on prévient tout le monde. Il y a eu le système par SMS. Tout le monde a été vraiment très clairement averti. Est-ce que vous avez le sentiment que les habitants concernés ont été respectueux des mesures que vous leur demandiez de respecter, justement, Alors, pas prendre de photos, tout ce genre de choses? Je suis assez optimiste et j'ai envie de dire oui, parce qu'il faut l'être optimiste, parce qu'on arrive toujours à trouver des opportunités dans les retours d'expérience que l'on a fait avec l'ensemble des sapeurs-pompiers qui ont subi forcément des intempéries. On peut remonter jusque dans les années 90, pour les plus récentes avec la tempête Alex et la tempête Aline, évidemment. Donc le sujet, c'est aujourd'hui comment on a pu justement s'enrichir de ces expériences-là et notamment se prononcer de manière beaucoup plus pointue et aiguë sur la notion d'information auprès de la population. Aujourd'hui, vous êtes multicanaux, vous les médias, mais par contre, vous avez été d'une force redoutable, c'était de diffuser ces informations-là de manière très régulière aussi. Il faut utiliser aussi les moyens qu'a mis en place l'État, qui est le FR Alert, ces systèmes de SMS qui ont été adressés à la population à un moment donné, à un moment bien précis, pour considérer l'état, on va dire, pas d'urgence, mais d'urgence, on peut le dire, d'une alerte rouge et d'une vigilance rouge qui a été placée à un curseur qui a permis de considérer que les populations devaient se protéger par eux-mêmes en restant chez soi et surtout de ne pas bouger. Donc effectivement, de ce côté-là, l'information a été redoutable. Les réseaux sociaux sont là aussi pour pallier à ce système-là. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec d'autres sociétés parce qu'on a une fracture numérique aussi. Donc on travaille avec Meta actuellement pour savoir comment essayer de capter la jeunesse aujourd'hui, de l'amener sur un cheminement progressif vers une culture de risque qui doit être incrémentée aujourd'hui chez tout un chacun en tant que concitoyen. Parce que c'est ça qui fait aussi la résilience de notre territoire. C'est comment s'adapter face aux enjeux qui sont aujourd'hui du 1er janvier au 31 décembre. Alors, vous parliez de ces SMS qui ont été envoyés aux habitants. Hier soir, nous avions en ligne Anaïk, qui habite dans les Côtes-d'Armor et qui était en train de se préparer, qui avait reçu ce message d'avertissement, qui avait tout mis de côté et qui avait même
mis de côté des bougies au cas où. Et je voulais absolument qu'on reprenne des nouvelles d'Anaïk. Bonsoir Anaïk. Bonsoir. Alors, comment ça va 24 heures après? Racontez-nous comment ça s'est passé chez vous. Alors, ça va bien ce soir. Donc, on est toujours sans électricité, mais vous on êtes a un dans le gros noir. problème sur le. Oui, on a un gros problème sur le secteur. Donc, on ne sera pas dépanné avant demain. Je pense qu'on a un câble de 20 000 volts qui est à terre dans le coin par là. Donc, c'est pas pour ce soir l'électricité. Alors, comment ça s'est passé? Au cœur de la nuit, au cœur de la tempête, on va dire entre 3 heures et 6 heures, on devait être à 150, 160 sans doute. C'était assez angoissant. Vous n'avez pas beaucoup dormi, j'imagine. Non, d'entendre ce vent et de ne pas savoir ce qui se passait dehors, quoi. Évidemment, il faisait nuit. Donc, hâte d'ouvrir les volets ce matin vers 8 heures pour constater ce qui se passait. Et puis, du coup, c'est moins angoissant. Ça continuait, mais comme on voyait, l'angoisse était quand même moins importante. Donc, on a dû atteindre les 165, 170 sur Lannion, sur le secteur. Pas trop de dégâts chez vous? Non, chez nous, non, ça va. Une branche de chêne, un mimosa, enfin voilà, quelques ardoises à surveiller, mais non, chez nous, ça a été. Bon. Alors, par contre, toute la journée, ça a été vent en continu, pluie. Alors, un temps à pas mettre un écureuil dehors, ça c'est certain. Et maintenant, c'est un peu plus calme là. Bon, écoutez, je suis heureuse de le savoir et je voulais vraiment qu'on reprenne de vos nouvelles. Merci et je vous souhaite une très bonne soirée. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure avec votre intervenant. Oui. Les SMS de vigilance, tout ça, l'information a été au top pour nous prévenir. Écoutez, Éric Brocardi, vous serez très heureux d'entendre ça. Donc, chez Anaïk, dans les Côtes-d'Armor, la tempête est passée. Elle parlait d'un câble de 20 000 volts. J'imagine qu'il y a des mesures de sécurité très importantes à prendre maintenant que la tempête est passée. Dans ce cadre-là, vous avez toujours au niveau et autour du préfet, dans ce genre de situation, ce qu'on appelle un centre opérationnel départemental qui est organisé de manière à pouvoir donner les bonnes instructions et d'avoir autour du préfet les acteurs essentiels pour, la remise en état de la circulation, 2, pouvoir permettre de fluidifier le retour à l'énergie correctement, de faire un état des lieux par rapport à toutes ces infrastructures énergétiques. Le sujet aussi, c'est la sécurité des établissements publics. Le sujet aussi, c'est comment on va actionner l'ensemble des forces de sécurité intérieure sur le domaine routier pour permettre de fluidifier la circulation. Et puis, évidemment et avant tout, la force des secours. Donc, tous ces acteurs qui sont réunis autour de la table avec les associations agréées de sécurité civile vont permettre d'être coordonnés et d'avoir des objectifs bien précis dans leur domaine qui est extrêmement spécifique. Donc lorsqu'aujourd'hui on constate de toute une horde de véhicules d'Enedis ou autres qui circulent sur les routes pour aller vers les zones qui potentiellement peuvent être sinistrées, ça veut dire qu'on est déjà dans une démarche de résilience, on est déjà dans une remarche de remise en état de territoire, ce qui veut dire qu'on adopte aussi, il faut le dire, une stratégie opérationnelle que l'on voit l'habitude chez les pompiers, dans d'autres structures et qui fonctionne, c'est de la gestion de crise. Mais avant la gestion de crise, il y a de la gestion et de la préparation à un événement avant qu'il ne se transforme en crise. Et là, je pense qu'aujourd'hui, avec les moyens de prévention, les moyens d'information et en même temps les moyens opérationnels qui ont été mis en œuvre, ça a été un bon matelas qui a amorti l'ensemble, on va dire, des événements, ce qui a permis, on va dire, de limiter quand même les dégâts. Et c'est une félicitation à l'ensemble des maires qui ont été à l'œuvre, qui ont mouillé la chemise, l'ensemble des agents et l'ensemble des sapeurs-pompiers, bien évidemment. Alors ça tombe bien que vous parliez de maire, parce que je voudrais qu'on prenne en ligne l'adjoint au maire de Calais, Emmanuel Ajus. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Alors, on entendait Éric Brocardi féliciter l'action des mairies. Comment ça s'est passé à Calais ? Écoutez, ça s'est passé assez brutalement, comme d'autres collectivités sur d'autres territoires. On a essuyé des rafales de vent assez impressionnantes à hauteur de 120 ou 100 ou 120 km/h. Je crois que le plus terrible a été enregistré sur la pointe du Grinet à 150 km/h environ, avec des précipitations, de la pluie toute la journée, des centaines d'interventions qui ont été aussi recensées sur l'ensemble de Calais, avec une bonne moitié qui ont été d'ores et déjà solutionnées ou presque. Bien sûr, tout au long des heures et des jours qui suivront, d'autres choses seront solutionnées, puisqu'on découvre au fur et à mesure quand même, avec des chutes d'arbres, des fuites assez impressionnantes dans certains bâtiments, des coupures de courant et puis aussi quelques relogements. On a dû reloger aussi quelques personnes, mais nous avions en quelque sorte préparé un petit peu la journée avec une supra astreinte
avec des consignes très claires qui avaient été données par le maire de Calais, notamment auprès de ses services et de ses équipes, pour faire en sorte de pallier à ces problèmes. Mais vraiment du vent assez impressionnant avec des rafales extrêmement violentes, même si sur le littoral calaisien, on a l'habitude du vent quand même. Bon, voilà, on est en bord de mer, on a une ville maritime, mais assez effrayant quand même par endroits. Oui, quand même. Donc c'était bien une tempête exceptionnelle et on entend aussi ce que vous dites, l'importance de la prévention qui a permis sans doute d'éviter un bilan plus grave. On va prendre Patricia qui nous appelle de Seine-Maritime. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Est-ce que ça souffle toujours chez vous? Non, ça s'est calmé? Plus beaucoup, ça s'est bien calmé. Ça a soufflé effectivement des rafales 90-100 km/h. Nous sommes quand même à l'intérieur des terres et nous avons déjà connu cela. Je pense que les gens du littoral ont beaucoup souffert, effectivement. Et je pense que les chaînes de radio, de télévision ont bien donné l'alerte, ont bien dit aux gens d'être vigilants, d'être prudents, ont bien mis en éveil la sécurité. Et puis les gens doivent être responsables, ne pas sortir, ne pas aller se promener en bord de mer lorsqu'il se passe des intempéries pareilles. Mais nous ici en Seine-Maritime, en fait, où j'habite à Hénouville, tout s'est bien calmé. Il n'y a pas eu de grosses tempêtes. On a connu plus grosses tempêtes que cela. Bon, bah écoutez, prenez soin de vous, passez une très bonne Merci soirée beaucoup. et merci de votre appel. Alors la tempête est en train de s'éloigner, Éric Brocardi, mais est-ce qu'il y a encore des mesures de prudence à conseiller à nos auditeurs? On a encore des départements qui sont en vigilance orange, il ne faut pas minimiser ce risque-là. Il y a aussi des départements en vigilance jaune, il ne faut pas minimiser cela non plus. L'idéal, c'est de retrouver une carte avec une totalité verte en termes de vigilance qui pourrait permettre de reprendre une vie sans souci particulier. Ce que l'on veut dire, c'est que voilà, on a rétrogradé petit à petit grâce à la vigilance de Météo France sur des seuils, on va dire, un peu plus cohérent avec ce qu'il en est sur la réalité du terrain. Donc c'est une évidence même, ce qui va permettre à un moment donné de pouvoir soulager aussi en termes de pression, on va dire anxiogène sur la population. Mais néanmoins, la vigilance orange, c'est comme sur la route, on ralentit son activité pour justement être sûr qu'il ne nous arrivera rien. C'est des conseils de prévention. Et en vigilance chaude, il faut toujours garder un œil quand même averti sur les bulletins météo. Ça doit faire partie aujourd'hui des moments réflexes qu'on doit avoir sur son téléphone portable, de voir s'il n'y a pas une alerte qui risque d'arriver à tout instant. Ça fait partie des notifications obligatoires qu'on devra avoir au creux de sa main. Je vous remercie beaucoup, Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des pompiers. Merci d'être venu nous donner vos conseils précieux.